Merci et merci aux organisateurs, aux grands maîtres de m'avoir invité. C'était un grand honneur pour moi de rencontrer d'autres frères que les miens, ceux que je rencontre d'habitude. Il y a plusieurs fraternités possibles. Et puis des fraternités qui se croisent aussi parfois. Je vais vous parler d'espace. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'espace aujourd'hui, et je le comprends, ça paraît très loin. On vient de parler de médecine, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et souvent, quand on pense éthique, éthique des sciences, éthique des techniques, eh bien, on pense immédiatement à ces sciences, à ces techniques qui nous concernent très directement. C'est de là qu'est née l'éthique moderne, en tout cas l'intérêt moderne pour l'éthique des sciences. Le CCNE est bien sûr consacré aux sciences de la vie et pas aux sciences spatiales. Pourtant, depuis la fin des années 1990, surtout depuis début des années 2000, donc dans votre 21e siècle, est née une éthique de l'espace. Et cette toute petite histoire ou cette toute petite expérience que je voudrais vous partager aujourd'hui, il me semble qu'il y a des enseignements à tirer pour notre réflexion et plus largement pour notre, pas seulement aujourd'hui, mais celle que vous entamez dans vos propres loges ou ailleurs, à cette toute petite discipline qu'est l'éthique de l'espace. La première chose que je voudrais vous raconter, c'est une petite histoire qui m'est arrivée il y a déjà 3 ou 4 ans. J'avais été invité par l'Agence spatiale européenne à participer à un ensemble d'ateliers de prospective. La question était comment imaginer les vols habités à l'horizon de 2025. Nous étions au début des années 2000, donc à l'horizon de 25 ans. Et pour faire ces ateliers, pour apporter leurs réflexions, avaient été invités des scientifiques, des ingénieurs, des industriels, évidemment quelques responsables d'agences. J'étais, je crois, le seul représentant des sciences humaines. Donc, le futur des vols habités, en anglais c'est plus clair, human spaceflight, donc des vols habités par l'homme. On est d'accord. Première rencontre à Berlin, on commence à débroussailler les choses. Deuxième rencontre à Rome, bien sûr on est européen, continue l'atelier. Et lorsque je reprends l'avion entre Rome et Paris, je me rends compte qu'au bout de 2 fois 3 jours de réflexion, nous n'avions jamais réfléchi, ne serait-ce qu'un moment, à l'homme. C'était des vols habités, nous avions parlé de tout, de l'importance symbolique pour l'Europe, des retombées scientifiques, des retombées économiques, mais l'être humain qui montrait dans ces vaisseaux spatiaux européens en 2025 pour aller, je ne sais faire quoi, sur la Lune ou sur Mars, nous l'avions complètement oublié, alors même qu'il était au cœur du projet. Et pour moi, ça a été une leçon tout à fait claire, c'est que le premier propos de l'éthique, au moins celle du spatial, c'est l'humain. On a parlé d'humanisme, et pas mon combat, mais ma certitude, c'est qu'il, même là, dans le spatial, en tout cas pas moins qu'ailleurs, il s'agit d'intégrer l'homme au cœur de notre souci. Et en cherchant un jour ce que je pouvais entendre ou proposer comme définition derrière humanisme, j'ai retrouvé celle d'un philosophe allemand, Max Scheler, qui disait globalement l'humanisme, c'est concentrer le monde aux dimensions, concentrer le monde aux dimensions de l'homme et dilater l'homme aux dimensions du monde. Vous voyez ce mouvement de concentration et de dilatation. Et je me dis c'est génial. C'est le propos des activités spatiales. Donc, raison de plus pour que l'espace soit réellement une activité humaniste. Dès lors que vous mettez l'homme au cœur de vos préoccupations, ce n'est pas seulement l'astronaute. Il y a des questions d'éthique liées aux activités de l'homme dans l'espace, jusqu'à des questions qui peuvent paraître annexes de commercialisation de l'image des astronautes. Mais ce serait trop long de vous en parler. Mais il y a aussi les hommes et les femmes pour lesquels vous travaillez en tant qu'espace utile ou simplement ceux auxquels vous vous adressez pour leur parler d'espace, pour faire la promotion de vos programmes,
pour leur expliquer pourquoi c'est important d'investir. Aujourd'hui, 1,5 milliard d'euros pour le budget spatial français. Et là, vous êtes confrontés à quelque chose d'extrêmement important, c'est la culture. On a parlé de culture aujourd'hui, on a rappelé qu'effectivement la science appartient à la culture, mais la science ne fait pas toute la culture. Et quand vous vous adressez à des gens, quels qu'ils soient, pour leur parler de technique ou de sciences spatiales, il ne faut pas oublier, et nous l'avions peut-être parfois oublié, un peu oublié, que dans la tête des gens, et pas seulement dans la tête, dans le cœur, dans les tripes, si je puis me permettre, il y a une culture qui est déjà imprégnée de spatial et aussi, puisque je vous avais commencé à vous dire ce que j'allais vous parler, de mythes. Vous avez parlé tout à l'heure du mythe de Prométhée. Dans le domaine de l'espace, c'est le mythe d'Icare, évidemment, qui est présent, et plus généralement le mythe de Dédale, qui est un magnifique mythe pour les ingénieurs. Et la présence du mythe, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années, est très importante dans la manière dont le public, les publics reçoivent ce que vous pouvez leur dire à propos de vos activités. Nous avons la chance, dans le domaine spatial, d'avoir des mythes extrêmement favorables, des mythes qui font rêver. J'allais dire, tant mieux. Mais ils peuvent aussi, ces mêmes mythes, et je pense au mythe d'Icare, être des outils pédagogiques pour introduire une réflexion au sein de nos activités. Imaginez, mettez-vous un instant à ma place. Les premières fois où j'ai rencontré mes collègues ingénieurs, tous des gens extrêmement sérieux, extrêmement compétents, ils viennent de l'armement, c'est des magnifiques manipulateurs de poudre, ou ce sont des scientifiques qui sont dans les étoiles. Moi, je débarquais en leur disant, on va faire de l'éthique. Si j'arrive comme ça, c'est raté d'avance. Comme c'est arrivé à d'autres, sur cette question-là, on t'écoutera demain. Certains verront que je fais allusion à saint Paul et aux Athéniens. Eh bien, il fallait trouver d'autres moyens. Et j'ai découvert que les mythes, ou j'ai redécouvert que les mythes étaient d'extraordinaires outils pédagogiques pour pouvoir introduire, de fait, une réflexion éthique, une réflexion philosophique, dans des milieux qui, a priori, je ne dis pas qu'ils ne sont pas prêts à le faire, mais ont des tas d'autres soucis en tête. L'importance du mythe comme un intermédiaire, et c'est Claude Lévi-Strauss qui le disait, un intermédiaire non seulement entre la science et la société, mais à l'intérieur de la science, entre le faire, l'action, et je suis moi-même ingénieur, je vis avec des ingénieurs, on agit, et le recul dont nous avons parlé depuis ce matin, le recul nécessaire vis-à-vis de cette action. Donc, le fait que les mythes aujourd'hui perdurent, ce qui désole certains penseurs, ce qui effraie peut-être d'autres, pour moi est une chance pour introduire une interrogation, une posture éthique. Derrière la culture peut se révéler une faculté humaine à laquelle nous ne pensons pas immédiatement, même si effectivement nous l'avons évoqué ce matin, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, on entend souvent parler dans nos milieux spatiaux. Ah, le rêve de rejoindre le ciel, ce vieux rêve humain. Dans le cas du mythe d'Icare, ce n'est pas le rêve, c'est la nécessité de fuir l'île du roi Minos. Mais dans d'autres endroits, dans d'autres récits, vous avez ce rêve extrêmement présent. Et qui, chez certains fanats du spatial, disent de toute façon, il est clair qu'on rêve tellement d'aller dans l'espace, on aura toujours les moyens financiers et autres. C'est peut-être pas si sûr. En tout cas, par le biais de cette espèce d'affirmation de mes collègues, j'ai été obligé de revenir sur cette capacité tellement humaine de l'imaginaire et d'en découvrir l'importance, y compris dans le domaine de l'éthique. J'ai posé il y a quelques mois, ou peut-être un peu plus maintenant, la question au désormais président émérite du CCNE, professeur Sicard, et en lui disant « Est-ce que vous laissez place à l'imaginaire au sein de votre comité ?» Il m'a regardé avec des grands yeux, parce que vous ne voyez pas trop ce que l'imaginaire pouvait faire dans le domaine de l'éthique. Je comprends très bien par rapport à la mission qui a été confiée à ce comité.
que l'imaginaire ne puisse pas faire vraiment partie de ces outils, de ces réflexes. Mais je suis persuadé que, en dehors du CCNE et dans une réflexion d'éthique un peu générale, il nous faut absolument introduire l'imaginaire. Nous en avons parlé aujourd'hui. La science de demain, c'est celle qu'on imagine aujourd'hui. Et les horizons et les espaces que vont conquérir nos sondes et peut-être demain nos descendants humains, c'est ceux que nous imaginons aussi aujourd'hui. C'est extrêmement important. Sans cela, sans l'imaginaire, l'éthique ne sera qu'un frein au progrès, ce qu'on entend souvent dire, qu'une limitation de nos libertés. Oui, si nous laissons à part l'imaginaire, c'est un risque réel pour la démarche éthique de devenir cela, un frein ou une limitation. Mais si nous acceptons et si nous osons introduire l'imaginaire avec d'autres ingrédients, eh bien, l'éthique sera une manière, et nous l'avons dit tout à l'heure, de nous mettre en amont et de préparer avec plus de liberté, avec plus d'aisance, avec plus de vertu, parce que la vertu, disait Platon, c'est une marche dans l'aisance. Oui, avec plus d'aisance, nous pourrons préparer cet avenir. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé du simple fait qu'on aura dit, voilà, il y a un comité d'éthique. La dernière chose que je vais vous dire sur ma petite expérience au sein du milieu spatial, c'est que nous n'avons pas créé de comité d'éthique au CNES. D'abord parce qu'il y en a suffisamment autour de nous et dans les organismes avec lesquels nous travaillons en permanence. Le CNES n'existe pas tout seul, il a besoin de tous les autres organismes de recherche français, et bien sûr aussi d'industriels, de juristes. Enfin, chez nous, c'est un grand hall de gare. Hein. On a besoin de tout le monde. Donc, on s'est dit, c'est inutile de créer un comité en plus. Si vraiment on a besoin un jour d'un comité, on saura trouver ça au CNRS, à l'INSERM, à l'INRA, à l'IFREMER, c'est le même, etc., ou à l'UNESCO, puisque l'UNESCO a un sous-comité pour les questions spatiales, d'éthique pour les questions spatiales. Mais ce faisant aussi, l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'éthique ne soit pas du seul ressort, de la seule responsabilité d'un dit comité, mais que ce soit vraiment rappeler que c'est le travail de tous. Il est absolument évident que ce que je vous ai dit en 2 mots sur l'éthique, le questionnement, la place de l'homme, la place de la culture, la place de l'imaginaire, fait partie, pour parler uniquement de mon domaine, des compétences de n'importe quel ingénieur. En tout cas, c'est à cela qu'il est invité à devenir, qu'il soit, comme vous disiez tout à l'heure, sur la charte de l'ingénieur humaniste. C'est bien ça, bien sûr. Donc, mon message, et un des rares messages que je répète à longueur d'année à mes collègues, c'est surtout, c'est pas parce qu'il y a un chargé d'éthique que vous devez oublier d'intégrer l'éthique au sein de vos activités, ce que vous avez toujours fait si vous êtes des bons ingénieurs, et vous l'êtes. J'en suis persuadé. L'enjeu de tout ça, et comme on l'a encore cité dans la précédente table ronde, simplement sans rappeler la toute dernière phrase, j'avais prévu de le citer, comme ça je suis pas obligé, c'est Jacques Monod, qui pour moi a une place assez originale dans ma propre démarche, parce que c'est en relisant son livre que je me suis dit, mais comment je peux répondre à ces dernières phrases. L'homme sait désormais qu'il est apparu par hasard au sein d'un univers indifférent, pas plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Et la dernière phrase, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. Alors, peut-être que les pages avant, le scientisme de Monod est un peu dépassé, mais ces dernières phrases restent parfaitement d'actualité, et pour tout le monde, qui que nous soyons. Parfois, des gens sont surpris que je cite Monod avec les convictions qui sont les miennes. Non, il y a là une invitation à choisir entre le royaume et les ténèbres. À chacun mettre ce qu'il veut derrière le royaume et les ténèbres. Mais nous sommes contraints au choix. Que ce choix soit le plus éthique possible, je crois que nous en sommes assez persuadés. Et puis pour boucler avec ce que je vous disais tout à fait au départ, il me semble qu'un certain nombre, voire un grand nombre d'entre nous, sommes persuadés que l'un des critères de nos choix sera peut-être le sacrement du frère. Je veux dire par là, le souci du frère, quel qu'il soit. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Ça marche pas? Pas l'habitude, moi, de ce genre de truc. Ah oui, ça y est. Oui. Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Vous parliez de mythe. Est-ce que le mythe, en principe, c'est un paradigme fondateur? Est-ce que le mythe peut être un paradigme fondateur d'une théorie ou d'une théorie scientifique? Si vous voulez, je vous pose la question. Je ne pense pas que le mythe puisse nécessairement servir de fondateur, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vous dis rapidement, la place que Lévi-Strauss accorde au mythe en tant qu'intermédiaire. La science, c'est beaucoup trop compliqué pour le commun des mortels auquel j'appartiens. Et le mythe est un des modes, et un mode assez performatif, performant, je ne sais pas comment on dit ça, pour transmettre quelque chose d'une théorie scientifique à une société. Mais nous savons aussi, et ça c'est peut-être plus délicat à gérer, c'est que des théories scientifiques occupent aujourd'hui une place mythologique. Quand nous nous interrogeons sur d'où venons-nous, le mythe du Big Bang qu'on a évoqué aujourd'hui. Ou alors Lucie. Bon, enfin maintenant c'est plus Lucie, mais c'est d'où venons-nous en tant qu'humanité. Et donc, en ce sens-là, et nous savons bien qu'il y a un peu une guerre des mythes, entre les mythes issus de certaines religions, des cosmogonies issues de la Genèse et d'autres textes plus ou moins anciens, et puis ces mythes issus des sciences. Et ça, c'est un peu un autre propos. Je crois que l'éthique, même si ça sans doute fait partie de l'arrière-fond culturel que j'évoquais tout à l'heure. Je vous remercie.